Laura a grandi à Barcelone, habite en Allemagne, parle couramment l'espagnol, le catalan, l'allemand, l'anglais, le français et apprend le russe et le suédois. Il y a un mois, Laura m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle aimerait nous raconter comment elle a appris le français. Aujourd'hui, je rencontre Laura pour la première fois. Salut Laura, enchantée, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, salut Elsa. Alors, toi, tu es la première fois que tu me racontes, mais je te rencontre chaque mercredi. Hein. Ah Donc en effet, Laura, c'est une abonnée qui regarde mes vidéos et qui a aussi une chaîne YouTube. Tu vas nous en parler un petit peu. Oui. Et donc, tu m'as envoyé un mail parce que tu m'as dit que tu aimerais nous raconter comment tu as appris le français. Donc, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, c'est la première fois qu'on se parle, donc ça va être une conversation très naturelle. C'est un exemple de conversation que vous pouvez avoir avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc, Laura, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu habites Voilà, Oui. les basiques. Moi, je m'appelle Laura, en français, en catalan ou espagnol, c'est plutôt Laura, mais j'aime bien changer mon nom selon la langue. Et je suis de Barcelone, mais j'habite en Allemagne depuis presque 10 ans. J'ai étudié la traduction et la linguistique, alors j'ai toujours aimé les langues. Du coup, j'aime apprendre les langues d'une façon très... sans stress, relâché. Et oui, c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Mais je travaille encore, alors c'est seulement un hobby, non? La chaîne YouTube. Ok, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'avais fait de la traduction pendant beaucoup d'années et après, je me dis, j'aimerais bien travailler dans une entreprise. Et il y a 5 ans que je travaille dans une entreprise internationale je gère les commandes et je parle avec les banques et avec les partenaires, choses comme ça. D'accord, donc tu travailles aujourd'hui dans une entreprise en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Alors, ça, c'est arrivé... Je sais pas, par chance un peu, parce qu'après mes études, moi j'avais étudié la traduction du français et de l'anglais, mais en même temps j'avais étudié l'allemand et après mes études, je savais pas quoi faire avec ma vie. Je me suis Classique. dit, pourquoi pas partir un an en Allemagne et je peux apprendre l'allemand et après j'ai connu un mec qui est maintenant mon mari et oui, je suis tombée amoureuse et j'ai décidé de rester aussi ici parce que je sais pas, j'ai des amis, j'ai mon mari maintenant. J'aime bien la vie en Allemagne. Et j'avais vécu par exemple en Australie pendant 4 mois et ça c'était très loin de ma maison. Et c'est pour ça que pour moi l'Allemagne n'est pas très loin de l'Espagne, non? Oui. C'est très proche de ma maison. Parce que si quelque chose arrive, par exemple, il y a quelques mariages ou quelque chose peut-être avec la famille, je sais que même avec la voiture, je peux y aller, non? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis un peu dans le même cas de figure. J'habite en Israël, qui est un peu plus loin que l'Allemagne, mais ça reste quand même assez proche. C'est à 4 heures d'avion, il y a beaucoup d'avions, c'est très facile de venir. Donc, en effet, quand tu habites en Australie, c'est vraiment à l'autre bout du monde. C'est dur, parce que c'est loin. J'habite ici, c'est pas mal. J'essaye de voyager l'été parce que j'aime bien connaître de nouvelles cultures. Et c'est pour ça aussi que j'apprends les langues. J'aime connaître les cultures et avoir accès à, par exemple, différentes séries, différentes sortes d'humour. Par exemple, je regarde quelques humoristes en français et j'aime bien rigoler dans différentes langues, par exemple. Mais je trouve que l'humour, c'est une des choses les plus difficiles à traduire parce que ça dépend vachement de la culture, en fait. C'est des références culturelles. Donc, tu parles combien de langues? Alors, c'est toujours la question. Alors, j'ai dit normalement, le catalan et l'espagnol sont mes langues maternelles et après l'anglais et l'allemand, je le parle très bien. Alors, je dirais peut-être un C1, plus ou moins. Je fais des erreurs, c'est pas que je le parle parfaitement, mais je me débrouille très bien. Mon quotidien est en allemand, anglais. Et espagnol, non? Et après, le français, avant, je le parlais mieux parce que je le parlais dans mon travail tous les jours. Et là, j'avais un niveau très haut. Maintenant, je suis contente avec mon niveau, mais c'est vrai que c'est pas si haut comme l'allemand ou l'anglais, non? Et donc, comment tu arrives à pratiquer le français au quotidien, enfin, à l'intégrer dans ta routine?
Alors, dans mon travail, c'est vrai que parfois, il y a des rendez-vous en français, pas très souvent maintenant, parce que nous avons une collègue française qui a pris cette tâche. Mais parfois, je suis dans un rendez-vous en français, je regarde des vidéos, j'aime beaucoup apprendre avec la musique et je chante avec. Tu connais par exemple Pomme Musique? Oui, j'ai fait une vidéo sur elle. Tu Ah l'as oui, pas ah, vue? j'ai vu la vidéo sur Angèle. Angèle, Ouais. j'aime bien aussi. Mais j'ai Oui. fait une vidéo sur Pomme aussi, sur sa Ah, chanson qui s'appelle Grandiose. Tu la connais? ah oui, c'est une Elle est chanson très très belle. belle. C'est une très belle Oui. chanson et il y a toute une signification derrière que j'explique. Une question que je me pose, c'est est-ce que dans ton apprentissage du français, à un moment, tu t'es senti un peu bloqué à ce qu'on appelle le plateau intermédiaire? Alors pour moi, c'était, je pense, dans des autres langues, ça m'est arrivé, par exemple avec l'allemand, parce qu'il y a des choses où je me suis sentie très frustrée parce que je parle l'allemand couramment, mais parfois je suis pas sûre pour la grammaire. Mais pour le français, c'est un peu différent parce que j'ai étudié le français d'une façon très théorique. Je faisais de la traduction. Ça voulait dire que pendant beaucoup d'années, je comprenais tout, mais je ne parlais pas. Et après, je suis arrivée en Allemagne et je n'ai fait rien en français. J'ai oublié le français complètement. Je me suis dit, Laura, c'est vraiment dommage. Tu as oublié tout ce que tu avais appris. C'était pas très actif, mais quand même, tu avais une connaissance passive très haute. C'est une chose que j'ai fait seulement pour le français, de dire, je vais m'inscrire dans un examen B2. Ok. Et dans ces moments-là, j'avais tout oublié. J'avais la sensation d'avoir tout oublié. Je pense que dans la tête, dans le cerveau, Ouais. il y avait encore quelque chose, non? Oui. Mais j'avais la sensation, oh, j'ai tout oublié et je me suis dit, je veux me mettre un défi de faire un examen dans 6 mois en B2. Et là, ce que je fais, j'ai commencé à écouter tous les jours des podcasts en français, faire beaucoup de choses comme ça. Ce que je dis toujours, c'est que tu peux passer un examen, même si tu peux même avoir une conversation normale, parce que c'était mon cas. Et j'étais dans le jour de l'examen, j'avais préparé toutes les situations, non? Je savais comment réagir, mais je savais pas avoir une conversation comme on a maintenant, Ouais. nous deux. Où il faut Et- improviser, quoi. Oui, Tu pouvais pas exact. improviser en français. Avant de faire l'examen, il y avait un mec qui m'a dit quelque chose et je n'ai pas compris. J'ai pensé, oh là là, peut-être il me demande comment je m'appelle et j'ai pas compris. Je pense qu'il m'a demandé une autre chose, non? Ouais. Mais je me suis dit, oh là là, je vais rater l'examen, ça va être un désastre. Et après, non, j'ai réussi l'examen avec une bonne note. Les examens ont une utilité, je pense, relative. Pour moi, ça a été utile parce que ça m'a aidé à débloquer mon français, à récupérer mon français. Mais après l'examen, je me suis dit, si maintenant tu fais rien, c'est inutile avoir fait cet examen parce que oui, tu as les diplômes, mais après, si je vais à travailler et on me dit, mais tu sais même pas, je sais pas, Non, commander je un vois café. totalement ce que tu veux dire. Et après, c'est là que j'ai commencé à avoir un tandem. Ok. Et ça a vraiment aidé. Et pour le français, pour moi, c'était toujours... Mon objectif, c'était de communiquer et pas d'arriver à un niveau parfait. Et c'est pour ça que je me sens pas mal dans le sens de dire j'avance pas parce que c'est pas mon objectif d'avancer. Mon objectif, c'est de maintenir le niveau que j'ai maintenant. Ouais. Bah, tu as Et déjà ça un excellent marche. niveau. Hein. Non, mais je veux dire que par exemple pour l'allemand, j'étais un peu plus critique avec moi-même parce que je me suis dit, Laura, tu habites ici déjà 10 ans. J'étais pas contente avec moi-même, mais après je me suis dit, non, il faut pas être si perfectionniste parce que finalement, on est tous des êtres humains. Ouais. Ouais. Tu vois, ça leur montre que le plus important, c'est de parler. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et... Oui, et pour moi, c'est un message que c'est très important dans ma chaîne parce que je trouve que parfois dans la communauté polyglotte, on est très perfectionniste ou par exemple, j'entends des phrases comme « Ah, bah tu parles aucune langue indo-européenne, bah tu es pas un polyglotte. » Ah ouais? Et pour moi, ça c'était toujours OK, mais j'apprends les langues pour m'amuser ou j'apprends les langues pour arriver plus loin, pour avoir plus de développement personnel, mais c'est pas une compétition avec des autres personnes pour moi. Est-ce qu'il y a besoin de se comparer avec les autres? Et je pense que non. Il faut pas se comparer parce que on a tous une vie différente et bien des sûr. objectifs de vie différents, etc. Ouais. Mais de toute façon, ça, c'est de manière générale. Hein. C'est dans tous les domaines de la vie où il faut éviter de se comparer. Hein. Et tu apprends une langue en ce moment?
Oui, alors avec le commencement de la pandémie, avant j'ai appris le russe, je l'apprends depuis 8 ans plus ou moins. Ok. Alors je peux avoir une conversation en russe, c'est peut-être à un niveau plus ou moins B1 et j'ai des cours toutes les semaines à italki. Tu connais parce que je sais que Oui. tu faisais... Moi aussi, je fais des cours toutes les semaines en espagnol. Pendant la pandémie, j'avais le rêve toute ma vie d'apprendre l'italien. Mais je m'interdisais de le faire parce que je disais, si je commence avec l'italien, par exemple, qu'est-ce qui va passer avec mon français? Est-ce que je vais tout oublier ou, tu sais? Ouais. Mais pendant la pandémie, je me suis dit, tout est très compliqué, je veux pas lire des choses, je veux pas y penser tout le temps, je veux avoir quelque chose de positif dans ma vie. Et aussi parce que je suis une personne qui est très dehors, qui aime bien se retrouver avec des amis. Et j'avais cette anxiété-là, je dois faire quelque chose qui m'amuse bien. Et j'ai décidé de m'y lancer, de commencer l'italien. Et c'est bien, super passé. J'ai peut-être oublié un petit peu les autres langues, mais c'est pas grave. Et ça m'a apporté beaucoup dans ma vie. Et après, maintenant, il y a 6 mois ou 5 mois que j'apprends le suédois. Ok. Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis. Et oui, les gens me demandent pourquoi. Et je dis toujours, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais... Oui, parce que j'ai des amis qui parlent suédois et je sais que les gens là, ils parlent tout très bien l'anglais, mais je trouve que c'est toujours très intéressant. Je pense que c'est arrivé probablement avec l'hébreu aussi. C'est une langue qui est parlée par beaucoup de personnes peut-être, mais il y a une énorme culture. Et par exemple, en suédois, j'ai trouvé une chanteuse qui me touche. Ces chansons me touchent beaucoup. Et si je n'avais pas commencé à apprendre cette langue, je n'aurais jamais découvert cette chanteuse, non, par exemple. Je pense que c'est toujours comme ça. Les langues, elles ouvrent des nouvelles portes. Et Totalement. Et du coup, pour le français, si on revient un petit peu au français, quelle a été pour toi la plus grosse difficulté dans ton apprentissage du français? C'est quoi pour toi la chose la plus difficile? Alors, il y a plusieurs choses. Mais je pense que la chose la plus difficile, si tu parles espagnol, c'est la prononciation du français. C'est vraiment un cauchemar. Ouais. Il y a toujours cet exemple avec la parole oiseau. Comment on prononce ça et comment on écrit ça? Ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois le mot, tu sais pas comment le prononcer. Oui, la barrière de la prononciation au début. Ouais. De dire, bah, je le lis, je peux comprendre tout, mais je l'écoute et je comprends rien. C'est cette barrière au début. Mais à un certain point, ça va. Et une chose que je trouve super dans le français, qui me semble fascinant, c'est le verlan. Ah, le verlan, ouais. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, en tout cas, moi, dans les autres langues que j'ai appris, c'est pas quelque chose qui existe. Et c'est ça aussi la difficulté, je pense, en français, et peut-être dans les autres langues aussi, mais en français, c'est que entre le français oral et le français écrit, il y a beaucoup de différences. Et en français oral, on a tendance à enlever des mots, à raccourcir les mots, à avaler des syllabes. Et donc, ça fait que la compréhension, elle est assez difficile, je pense. Et une chose, si tu es espagnol, pour apprendre le français, c'est parfois, par exemple, l'espagnol d'Espagne, on n'utilise pas très souvent « vous ». Ouais, le vouvoiement, c'est compliqué même pour les Français, hein, je te dis. C'est-à-dire que des fois, tu sais pas s'il faut vouvoyer ou tutoyer la personne et tu as toujours ce moment un peu gênant où tu sais pas quoi te dire, genre. Alors peut-être pour finir, est-ce que tu aurais une ressource que tu aimerais nous conseiller, un truc peut-être que les gens connaissent pas, tu vois, pas les chaînes pour apprendre le français que tout le monde connaît plus ou moins, mais peut-être un truc que tu aimes bien, une chaîne YouTube par exemple que tu aimes bien regarder ou un podcast. Le problème c'est que je regarde les grandes chaînes de YouTube, non, par exemple ta chaîne ou la chaîne d'Hugo, etc. Non, ce sont des chaînes que tout le monde connaît. Mais est-ce que tu regardes des chaînes pour natifs aussi? Je regarde, comment ça s'appelle? Je regarde des humoristes. Montreux, je pense que ça s'appelle Montreux, peut-être? Montreux, c'est... Je suis pas sûre. Je vais te l'envoyer comme ça. Tu me l'enverras, je le mettrai dans la barre d'infos. Alors, ce que je fais, c'est regarder des chaînes comme la tienne, mais après, écouter de la musique et chanter avec. Et après... regarder des humoristes en français. Ouais, c'est ça c'est ce que tu aimes bien faire. Merci beaucoup, franchement, c'était super cool. C'est la première fois que je faisais une interview comme ça par Zoom, enfin une conversation
pas vraiment une interview. Et franchement, j'ai bien aimé, donc j'espère en refaire. Et puis, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Oui, c'était pour moi aussi un plaisir parce que je regarde tes vidéos et je vais regarder la vidéo sur Pomme parce que je l'avais pas vue encore. Je vais aller voir ça tout de suite.